Premier élément, il faut se calmer. Il faut que tout le monde se calme dans cette affaire. Il n'y a pas de précipitation à avoir. On ne mourra pas tous. Je crois qu'il faut relativiser les choses. Je vous promets, ça c'est un engagement que je peux prendre, que 60 millions de Français ne vont pas mourir demain matin. Quid du directeur général de la santé? On en parle un peu moins. Jérôme Salomon et des autres plaintes déposées à son encontre devant le parquet de Paris. Parce qu'il y a encore un directeur général de la santé dans ce pays. Vous parlez de l'ex-directeur général de la santé, alors. Écoutez, moi je pensais qu'il avait démissionné. Il n'a pas démissionné. Comment vous expliquez cela? Qu'il n'ait pas démissionné, ça je l'explique pas. J'aurais préféré qu'il démissionne, ça c'est incontestable. Sinon, à côté de ça, le directeur général de la santé, je peux vous le dire, par expérience, les affaires de santé publique, il va manger cher. Ça veut dire quoi, il va manger cher? Ça veut dire qu'effectivement, c'est quand même lui qui est au centre de la politique publique, que c'est à lui qu'incombe textuellement la commande de masques. Et cette semaine, il a expliqué de manière quand même assez claire au Sénat que peut-être il aurait effectivement pas tout à fait... il se souvient plus vraiment s'il avait dit ou pas qu'il manquait des masques, quoi. En gros, il a oublié de regarder dans le frigo s'il y avait encore de la nourriture. C'est un peu ça l'idée. Et vous savez quoi? Moi, je sais pas utiliser un masque. Je pourrais dire, je suis ministre, je me mets un masque. Mais en fait, je sais pas l'utiliser. Parce que l'utilisation d'un masque, ce sont des gestes techniques précis. Je pense qu'il faut faire aussi attention à un point dans cette crise. C'est qu'on est dans une dictature de l'émotion. Rappelez-vous, on a oscillé entre c'est une grippe et maintenant c'est la peste. Les épidémies, on en a connu. Les épidémies, ça se commande pas, ça se gère. Si on la gérait plus, si on la commentait moins, on n'en serait pas là. Alors juste là-dessus, on va s'arrêter un instant là-dessus, parce que Laurent Nunez était dans le 20h de France 2 vendredi, et il a dit qu'il n'y avait pas de problème de masque en France. Oui, il faut le frapper. À un moment donné, on dit pas, voilà. Si, on le dit. C'est une expression. Non, c'est une expression, enfin, pardonnez-moi, mais c'est un menteur invétéré. Vous savez combien de masques ont été livrés quand ça a été livré? 18 masques. Combien? 18. 18 par quoi? Par semaine? 18 par... Non, 18 par personne. Par personne, c'est même pas par semaine. 18 par personne. Et vous savez combien de temps on tient avec 18 masques? Alors qu'on vienne pas me dire qu'effectivement ces masques... Et puis, de toute façon, écoutez-moi, il n'y a pas... Mais vous l'avez entendu, il le dit clairement. Non, mais le ministre de la Santé dit autre chose. Qui encore aujourd'hui, il n'y a plus de débat sur les masques, enfin pardonnez-moi, mais... La preuve que oui, pas aux 20h. Le ministre de la Santé a reconnu qu'effectivement on avait un problème de masques, donc ils peuvent pas être là, ils n'ont pas été commandés. Moi, ça fait 1 mois et demi que je le dis. Quand je vous disais qu'il fallait les FFP2, qu'est-ce qu'a répondu le ministre? Non, mais scientifiquement, on a une étude qui montre... Finalement, il dit plus ça aujourd'hui. Et en revanche, il dit qu'il n'y en avait pas. Ce qui est intéressant, c'est que là, la CGIR s'énerve un peu sur ces quelques semaines parce qu'elle interroge des personnalités du monde politique. Savoir qui savait quoi. Et ils sont pas contents du tout. Mais alors pas du tout. Et donc là, ils s'interrogent, j'apprends qu'ils s'interrogent sur la légalité de telles interrogations. La commission d'instruction, elle fait exactement ce qu'elle veut. Elle interroge qui elle veut. Ça s'appelle une commission rogatoire. Et si on n'y répond pas, on peut avoir des problèmes. Il y en a qui ont essayé. Ils ont eu des problèmes. Ça y est, il est reparti, il a remonté. Cela dit, il est très rapide. Maître Division, on vous voit lever les yeux au ciel de l'aveu même d'Emmanuel Macron il y a 2 jours. Le virus est finalement le maître du temps. Le virus est le maître du temps. Ah bah merde alors. Et moi qui pensais qu'on avait un gouvernement qui effectivement était censé gouverner, je pensais que le maître du temps c'était le gouvernement qui agissait. Je trouve ça extraordinaire de dire le virus est le maître du temps, alors qu'on nous a expliqué il y a 2 mois et demi qu'il fallait vacciner, et aujourd'hui on nous explique qu'on peut plus vacciner. Gouverner, c'est aussi prévoir. Mais la vérité, c'est qu'on est en train de tuer des mouches avec un canon, et que ce canon, il va faire des dégâts collatéraux dont on se mordra les doigts dans les 15 ans qui viennent. Le meilleur moyen de soulager l'hôpital, c'est finalement de ne pas tomber malade. Division. Non, partez pas. Je voudrais vous montrer un tweet. J'ai été diagnostiqué à ce jour au Covid-19. Je n'ai que des symptômes bénins, certes, mais ce qui fait bondir sur les réseaux sociaux, c'est qu'elle dit « je n'ai que des symptômes bénins » et elle a été diagnostiquée. Alors, depuis ce matin sur Twitter, les gens disent « en fait, il y a pour les riches, pour les politiques et pour les autres ». Est-ce que vous êtes en train de m'expliquer que ce pays a des privilèges pour certaines catégories? Et j'espère qu'on ne le découvre pas. Anne Mazoyer, c'est une connerie de communication, ça? Oui, elle a fait une erreur, c'est sûr. Voilà. Enfin, il y en a quand même pas mal de si vous voulez, il y a peut-être d'autres sujets
un peu plus préoccupant. Eh bien, je suis pas d'accord. D'abord, je me fous royalement des problèmes de communication. Ce qui me gêne, c'est pas qu'elle le dit, c'est qu'elle les fait. Faut pas se tromper de débat non plus. Ce qui est plus grave, c'est pas de le dire, c'est de le faire. Ce qui est grave, c'est qu'elle ait accès à un test auquel monsieur qui est médecin n'a pas accès. C'est ça qui me pose problème. On a eu une gestion calamiteuse d'une crise sanitaire que tout le monde a annoncé, que j'ai annoncé ici. J'ai expliqué très nettement ce qu'allait se passer. Avec l'expérience de l'Italie, ça s'est produit puissance 10. Moi, j'accompagne des professionnels de santé tous les jours. Alors je vais vous dire, les problèmes de communication, mais c'est le dernier de mes problèmes. Mais si. Mais non. Il aurait fallu arrêter de communiquer et agir. C'est ça le problème. C'est qu'on n'a pas arrêté de communiquer dans cette crise. Et on n'a rien fait. Depuis le début, j'écris. Depuis le premier jour, je dis professionnels de santé, on va au drame. Et personne m'a entendu. Alors oui, je m'énerve. Et croyez bien que c'est pas une plaidoirie, que c'est vraiment un cri du cœur où à un moment donné, on met des soignants en danger, on met des populations en danger. Cela étant, calme revenu, ce que je peux vous dire, madame, c'est une réalité absolument substantielle. C'est que c'est pas un problème de 48 heures. Aujourd'hui, quand on est député de la République ou ministre de la République, on est mieux traité quand on est soignant et quand on va sauver des vies. C'est eux, il paraît, les soldats. On m'a pas arrêté de me parler de guerre. On les applaudit tous les soirs à 20h. Mais pourquoi faire, finalement, à la fin? Nous sommes en guerre. Maître Divizio, vous vous rappelez quand la porte-parole du gouvernement avait dit que c'était circulé, il n'y a rien à voir, c'était une grippette. Qu'est-ce que vous avez ressenti et qu'est-ce qu'ont ressenti vos assistés? La première chose que moi j'ai ressentie, je me dis, on est quand même bien dans la merde, quoi. Si on est gouverné par des gens comme ça, bordel, c'est pire que ce que je pensais. Elle fait du bruit avec sa bouche, mais c'est tout. Elle n'a plus rien à dire, donc elle dit rien, donc elle raconte des conneries. Elle a des propos insignifiants, cette pauvre fille. Elle est ridicule. Alors, c'est pas facile, hein, puisque finalement, être porte-parole, comme le son l'indique, c'est être porte-parole. Et comme il n'y a plus de parole, du coup, on porte plus rien. Moi, je suis au quotidien, au front, pour essayer d'expliquer aux Français ce qu'on vit en ce moment. Oh merde, deuxième fois, putain. Les cimetières sont pleins de gens qui avaient raison, maître. Est-ce que tu peux essayer d'être plus méprisant? Je ne vous le souhaite pas. Essayons de garder un tout petit peu de crédibilité et de confiance, parce qu'il y a des tas de gens qui posent les questions dont vous avez parlé, et vous avez 1000 fois raison. Non. Mais il faut garder un minimum de confiance pour être unis et pour rester unis. Non. Diviser pour régner n'a jamais été une solution. Non. Jamais. La confiance, c'est fini. La confiance, madame, je dis à mes enfants qu'elle se mérite. La confiance dans ce gouvernement, non. Et le principe Mais de vous la allez avoir confiance en quoi? On peut pas dire qu'on n'a plus confiance en rien. C'est la fin. Vous pouvez pas. On peut pas. Mais dire enfin, ça. depuis le début, on me dit qu'effectivement, je peux pas. Depuis le début, on nous ment et vous me parlez de confiance. Alors je vais vous dire. Il faut croire en quelque chose. Il faut donner de l'espoir aux gens. Vous ne pouvez pas dire ça. Je vous propose. Mais pourquoi je peux pas dire ça? Mais parce que vous allez casser toute la confiance des gens et l'espoir pour les gens. Vous croyez qu'il en reste quelque chose de la confiance? Et Madame Buzyn, elle s'est souciée de ça. Donc Madame Buzyn, elle a le droit d'aller dans le monde pour dire qu'effectivement elle nous a menti depuis le début, qu'elle savait, elle a rien fait. Mais moi, j'ai pas le droit de venir dire que effectivement, on peut pas avoir confiance dans des gens qui nous mentent. Et je veux former pour nous 3 vœux. D'abord, un vœu de vérité. Oui, nous souhaiter en 2019 de ne pas oublier qu'on ne bâtit rien sur des mensonges ou des ambiguïtés. You serious? Je pensais, je la referme, mais il y a un nouveau jeu là en ce moment. Il y a un nouveau jeu dans City Public, moi j'ai découvert, c'est on a abrogé le code de déontologie médicale. Alors ça, c'est tuant ça. Les médecins vont tous sur les plateaux télé, vont tous des communiqués de presse pour se balancer à la gueule les uns aux autres. On a une transplantation cardiaque urgente. Appelez le professeur Mouchu. Ah, il n'est pas libre, il est sur Gros News pour un débat spécial pandémie. Peut-être qu'à un moment donné, il serait bien qu'on ait un Conseil national de l'ordre qui sort du confinement et qui rappelle quand même qu'il y a une déontologie médicale au service du patient. Appelez le docteur Prelou alors. Il n'est pas libre non plus, il est interviewé sur BFM TV. Et qu'on ne peut pas venir, raconter n'importe quoi. Le docteur Broutin sur E-Télé. Mais 2, effectivement, balancer sur les copains et les confrères. Quoi qu'on en le pense. docteur Jérôme Marty a publié ce jeudi une lettre ouverte. Non mais attendez, Jérôme Marty, d'abord il fait ce qu'il veut. Le fait est que, si vous voulez, une lettre ouverte au professeur Raoult. C'est une caricature, cette histoire. Si vous voulez, tout est caricatural dans l'affaire de la chloroquine. Le professeur Raoult lui-même, d'une certaine façon, mais volontairement. Vous allez la prendre, ma chloroquine, bordel de merde! Mais à l'inverse, il y a aussi, il faut le reconnaître, un certain nombre d'autres spécialistes des plateaux télé qui ont fait l'internat des plateaux télé. Et oui, si vous décédez par manque d'effectifs, c'est la faute des chaînes d'information continue. Qui effectivement se sont chargés de lui donner des répliques,
qui sont au moins aussi cons. Hein. Vous parlez de qui en particulier? Je parle effectivement de Karine Lacombe, je parle effectivement du Conseil scientifique. Quel est votre avis d'ailleurs sur ce Conseil scientifique? Alors mon avis sur le Conseil scientifique, c'est qu'il devait disparaître en juillet, paraît-il. Amateurisme, entre-soi, mensonge, conflit d'intérêts. Le Conseil scientifique, c'est un carton plein. J'ai une question justement, je pense que les gens ne savent pas exactement ce qu'est ce conseil scientifique. Alors, je pense que personne ne sait ce que c'est que ce conseil scientifique. C'est tout le problème. Je pense que l'Élysée lui-même ne sait pas ce que c'est que ce conseil scientifique. C'est tout le problème. Je pense que le conseil scientifique lui-même ne sait pas ce que c'est que le conseil scientifique. Moi, je cherche toujours depuis 9 mois ce que c'est que ce conseil scientifique. Mais si j'en crois ce qu'il est censé être, ce qu'il est, je ne sais pas. Mais ce qu'il est censé être, il est censé être un organe de conseil du gouvernement en matière scientifique réunissant. Alors, si je veux faire simple, des médecins, je crois un sociologue, et il me semble que ça réunit un ethnologue, mais finalement principalement des médecins. Non, puis si tu veux, on vient rajouter un conseil scientifique. C'est pas comme si on avait déjà Santé publique France, le Haut Conseil à la santé, la Haute Autorité à la santé publique. C'est un millefeuille. Puis là, tu vois, tu sens qu'on crée un nouveau conseil pour se mettre bien. On est armé, le Covid, on va lui niquer sa mère. Ce qui m'a frappé, si vous me permettez, sur l'AstraZeneca, Emmanuel Macron décide de suspendre cet effet de mimétisme européen. Il l'a fait dès que Mme Merkel l'a décidé. Mme Merkel l'a fait décider, la France le fait, l'Italie le fait, l'Espagne le fait. Et le tout en 20 minutes. Heureusement qu'effectivement, on avait besoin de Mme Merkel pour dire que c'est dangereux, sinon combien de morts on aurait? Simplement, Emmanuel Macron vous dit « Je vais attendre les conclusions de l'Agence européenne du médicament ». Eh bien voilà comment on économise des impôts, puisqu'on vient de dissoudre l'Agence du médicament française, on vient de dissoudre la HAS française, on vient de dissoudre le Conseil scientifique et le Comité de santé publique, et le tout en une seule phrase. Parce que si j'attends l'Agence européenne du médicament, à quoi servent mes agences? Apportez-moi de la trempette. Ayez cette ambition folle à nouveau, de vouloir une Europe plus forte, plus démocratique. Ce que nous espérons est entre nos mains. Je vous le promets, nous réussirons. Expliquez-moi, maître Fabrice Divisio, pourquoi 600 médecins portent plainte contre le gouvernement? Vous êtes l'avocat. Parce qu'à un moment, si vous voulez, il faut que ces gens trouvent une énergie suffisante pour retourner bosser. C'est aussi bête que ça. Quelle est l'accusation? L'accusation, c'est l'article 223.7 du Code pénal, l'abstention volontaire, de prendre des mesures qui sont de nature à permettre d'éviter, ou en tout cas, de limiter les effets d'un sinistre. Voilà. La notion. Il y a le mot de mensonge d'État qui est prononcé. Bien sûr. Agnès Buzyn dit « Moi, je savais tout. J'ai envoyé un message, dit-elle, au président de la République. » Comment ça s'appelle une accusation pénale? Ça s'appelle un délit pénal, et bien évidemment... Est-ce que c'est le moment de faire ça? Est-ce que c'est le moment? Non, mais est-ce que c'est le moment de rajouter ça dans l'ambiance actuelle qui est morose? Il y a deux choses. Il y a deux réalités. Il y a une réalité juridique et une réalité politique. Est-ce que vous vous posez la question de savoir si Mme Buzyn a eu raison? Est-ce que c'était le moment de balancer au monde, entier d'ailleurs, que finalement, elle savait tout, n'a rien dit? C'était pas le moment. Qu'elle l'a dit, et que les médecins que je représente ont un droit, et ils l'exercent. Et à partir du moment où on commence à se demander si c'est le bon moment d'exercer un droit, ça finit toujours mal. Quand il y a une perquisition chez le ministre de la Santé à 6h du matin, alors qu'il doit faire une conférence de presse le lendemain pour donner, l'après-midi même, pour donner les détails du couvre-feu, comment ces politiques-là ne seraient pas empêchés de faire ce qu'ils veulent? Et comment le risque judiciaire ne viendrait pas prendre la place du travail qu'ils doivent faire pour le bien commun? Pardon, vous êtes tous mûrs pour un État totalitaire dans votre plateau, là. C'est bon, hein? C'est-à-dire, on parle pas du tout d'État totalitaire, madame. À un moment donné, ce que vous décrivez, c'est le fonctionnement de l'État totalitaire, quand même. Hein. Il faut quand même, attention les garçons, là, il faut quand même qu'on se souvienne de ce que vous fonctionnez exactement en philosophie politique. Ça s'appelle l'État totalitaire. Quand vous empêchez la justice de fonctionner, au motif que finalement elle pourrait intervenir ou interférer dans l'exercice du pouvoir, et supprimer les juges, ça ira plus vite. Vous me permettez de vous répondre, maître? Savez-vous seulement ce que c'est qu'une dictature? Une dictature, c'est quand les gens sont communistes. Si je comprends bien, vous m'expliquez qu'effectivement la justice devrait prendre des précautions avec les politiques, alors que la Constitution les a soumis à la loi pénale. C'est un choix constitutionnel qui a été fait quand même de les soumettre à la loi pénale. Je dis pas qu'ils doivent être hors du droit pénal. Je dis que l'on peut, en tant que citoyen, considérer que perquisitionner chez des ministres le jour où ils prennent une décision d'une gravité immense, ça peut être aussi de la justice abusive. C'est tout ce que je dis. La notion n'existe pas. C'est là où vous vous trompez. Oui, pour la justice pénale. Vous savez très bien que la tension entre le pouvoir politique et le pouvoir judiciaire traverse l'histoire de France. Donc là, c'est un exemple. De dire que le ministre était un justiciable ordinaire avec juste une immunité, ou en tout cas effectivement un privilège de juridiction, rien d'autre. Le code pénal lui est applicable. Alors si vous proposez
d'abroger le code pénal. Je n'ai jamais proposé d'abroger le code pénal. J'émets un avis, je pense, représente celui de beaucoup de citoyens français. J'en ai encore le droit, il me semble. Moi, je ne crois pas qu'il y a beaucoup de citoyens français. Il représente la majorité des commentateurs, mais pas des citoyens français, monsieur. D'accord. Et comment vous appelez un pays qui a comme président un militaire avec les pleins pouvoirs, une police secrète, une seule chaîne de télévision et dont toute l'information est contrôlée par l'État? J'appelle ça la France, mademoiselle. Depuis le début de cette crise, j'ai l'habitude de dire quand je comprends pas, je demande. J'ai appris ça ce matin en venant, le directeur de la NSM qui s'en va en pleine crise sanitaire. Ça aussi, c'est un truc qui est quand même incroyable. Le type, il est visé par une plainte pénale quand même, dire bon, on a fait grand bruit sur cette plainte pénale. Il a accordé une ATU à un produit foireux. Il a refusé d'accorder une RTU, recommandation de température à la chloroquine 2 mois plus tard. Et le type, effectivement, curieusement, est démissionnaire. Il quitte le navire. C'est une habitude dans ce pays. Le ministre de la Santé s'en va, le directeur de la NSM s'en va, décidément. Et donc, si vous voulez, ce qui se passe dans ce dossier, c'est qu'on a des questions. Et on a des questions qui sont légitimes. Pourquoi est-ce qu'on est venu me boire, finalement? Parce que moi, j'ai l'habitude des affaires de santé publique. Et ce que je disais au professeur Raoult, et je l'ai toujours dit, ce truc-là, ça a l'odeur du scandale de santé publique. Ça a la couleur du scandale de santé publique, et je vais vous dire, ça a les ingrédients du scandale de santé publique. Gilead, effectivement, a fait un bond sur le marché boursier, assez radical, sur un produit dont personne ne veut. C'est balèze, quand même. On a l'Europe qui s'est jetée comme la misère sur le pauvre monde, sur, effectivement, ce truc, quoi. Et avec aucune preuve d'efficacité. Et après, on vient m'expliquer, à moi, que le problème, c'est la chloroquine. C'est peut-être pas faux de dire que, au fond, le vrai problème, c'est la chloroquine, je suis d'accord. Ça peut être une manière de voir les choses, au sens où il a fallu faire de la chloroquine un problème. Monsieur Brandinet, je vais essayer de vous redire quelque chose. Vous avez assisté à la plus grande escroquerie que je n'ai jamais vue de ma vie avec la toxicité de l'hydroxychloroquine. Vous l'avez vu, ça. Et ça devrait vous poser la question de savoir, mais attendez, est-ce qu'on me ment ou est-ce qu'il n'y a que là-dessus qu'on me roule dans la face? À la fin, qu'est-ce qu'on va suggérer? Que tout le monde reste enfermé toute sa vie parce qu'il y a des virus dehors? Mais vous êtes tous fous. Vous êtes devenus tous cinglés. Quoi? Je ne sais pas quel est ce monde dans lequel on cherche à faire la vérité sans responsabilité. Le problème, c'est que cette commission d'enquête parlementaire, d'emblée, que ce soit à l'Assemblée nationale ou au Sénat, ils ont annoncé la couleur, leur président en tout cas, en disant « Nous ne sommes pas là pour chercher des responsables ». Alors on m'a répondu là-dessus. On m'a dit « Non, vous confondez, monsieur. Vous avez d'un côté la justice, de l'autre la commission d'enquête. Nous, on est structurel. » Du coup, c'est intéressant de regarder ces travaux. Ces travaux, ils vous montrent quoi? Qu'en fait, droite et gauche viennent au banc des presque accusés qui ne sont pas accusés, et finalement avec une commission d'enquête parlementaire qui est composée de qui? Du Parlement. Le Parlement qui a fait quoi durant des années? Qui a voté toutes les réformes qu'il critique aujourd'hui et qui a coupé systématiquement les budgets de l'hôpital. Ce qui sous-entend que nous avons là une commission d'enquête parlementaire qui vient fustiger un système dont elle est à l'origine. Et pour bien enfoncer le clou, nous avons un gouvernement présidé, dirigé par un Jean Castex qui est quand même celui qui est à l'origine de tous les problèmes que nous avons. Je supportais plus de l'entendre. Ce sera la seule explication du maître. Finalement, la commission d'enquête parlementaire est jugée partie. Je m'amuse beaucoup devant ma télé. Écoutez monsieur Ciotti dire « Est-ce que les coupes budgétaires ne sont pas à l'origine des problèmes que vous avez rencontrés ?» Mais enfin, pardon, Choupinet, mais les coupes budgétaires, c'est toi qui les as votées. C'est la droite qui les a votées. Puis après, vous avez effectivement socialiste. Oui, mais enfin bon, est-ce que quand même, cette politique de libéralisation de l'hôpital avec la tarification à l'activité, enfin pardon, mais la tarification à l'activité, c'est toi qui l'as votée. C'est très amusant ce truc. Vous avez un système qui fait son autoprocès, mais qui s'en rend pas compte. Non, moi je crois qu'il faut que vous arrêtiez d'essayer de dire des trucs. Ça vous fatigue déjà, puis pour les autres, vous vous rendez pas compte de ce que c'est. Moi, quand vous faites ça, ça me fout une angoisse. Je pourrais vous tuer, je crois. Je vous jure, c'est pas bien. Il faut plus que vous parliez avec des gens. Vous parlez d'Agnès Buzyn. Bizarrement, on apprend qu'elle va travailler à l'OMS. Vous savez, on m'a demandé une réaction sur Buzyn et l'OMS. Moi, ce que j'ai répondu, une ministre qui servait à rien rejoint une institution qui sert à rien. Ça s'appelle un mariage parfait. Alors du coup, Édouard Philippe, qu'est-ce qu'il risque? Il risque rien parce qu'il était à la commission parlementaire. Il a dit voilà, moi je pensais, en effet on m'a dit que... On s'en fout de ça. La question c'est abstention volontaire de combattre un sinistre. Est-ce que Philippe, quand Agnès Buzyn dit j'ai averti, qu'a-t-elle dit? Si elle a dit ouais, peut-être que si on n'a pas de chance, peut-être qu'il y aura 2 morts. Bon, Philippe n'est pas responsable. Si elle a dit il faudrait peut-être annuler les municipales parce qu'il y a un truc qui vient de tomber sur le coin du nez là, il y a un Boeing 747 qui est tombé dessus, et que Philippe n'a rien fait, alors Philippe est responsable pénalement. Elle s'est épanchée dans le monde au lendemain du premier tour des municipales en disant que ce serait une catastrophe. C'est ses mots, hein. Donc théoriquement, normalement, Édouard Philippe est...
est responsable pénalement. C'est ce que l'enquête démontrera. Je suis avocat, j'ai l'habitude de ces questions de santé publique. Ce que je souhaite d'abord, c'est qu'une sanction soit prise, parce que personne ne peut arriver dans la presse en pleine campagne d'épidémie comme on l'a connue, comme on la connaît à ce moment, et venir dire « Bon, bah écoutez, voilà, alors j'ai besoin de me confesser, j'ai mal fait ». Non, il n'y a pas de faute avouée à demi pardonnée. Au contraire, l'aveu de cette faute caractérise l'infraction pénale, et Madame Buzyn est doublement coupable, même triplement coupable. Elle est coupable de ne rien avoir dit, elle est coupable de ne rien avoir fait, et elle est coupable en pleine crise sanitaire majeure de venir effectivement avoir ce besoin impérieux de se confesser. Et si elle espère que cette confession qui vise à soulager sa conscience et puis pourrait avoir un effet finalement, j'ai presque envie de dire miséricordieux, c'est exactement le contraire. Madame Buzyn signe son irresponsabilité et dès lors sa culpabilité majeure. Vous parlez de qui? Le conseil quoi? Qui ça? C'est quoi? Il sert à quoi? Je sais pas. C'est quoi son rôle? J'ai pas compris. Ah, c'est celui qui a parlé en disant qu'on manquait de masques, c'est scandaleux? Ah non, c'est pas lui. C'est celui qui effectivement a interpellé vivement le ministre de la Santé en disant que envoyer des médecins au front sans armes, c'était le pire des scandales sanitaires de tous les temps? Non, c'est pas lui non plus. Alors c'est peut-être celui qui en février-mars, que les généralistes faisaient remonter le fait qu'il voyait des patients à poil, est venu interpeller d'une manière vigoureuse, on l'a entendu dans la presse sur BFM, il a fait effectivement le sitting dans le ministère de la Santé pour dire qu'on mettait les médecins en danger? Ah non, c'est pas lui non plus, parce que lui, il l'a pas fait. Ça intéresse qui, ce que pense le Conseil de l'Ordre? S'il y a bien quelqu'un qui s'est décrédibilisé dans cette affaire, c'est le Conseil de l'Ordre. PTDR, t'es qui? Je vais vous dire un truc. C'est un problème de confiance. Attendez. C'est amusant ce que vous dites. Je suis venu sur tous les plateaux de télé, alors pas mal en tout cas depuis le mois de janvier, pour venir dire attention, on va dans le mur. Attention, on va dans le mur. À chaque fois et systématiquement, on m'a répété, vous faites du catastrophisme. C'est pas le moment. On m'a accusé quand même, moi et mes médecins, quand ils ont déposé plainte devant le tribunal administratif, quand ils ont fait des recours, de casser l'unité nationale. C'est la vérité, ils cassent l'unité nationale pour vous? Mais madame, l'unité nationale, je m'en fous. Ben non, mais vous pouvez pas vous en foutre. C'est là où vous allez trop loin. C'est important l'unité nationale dans une guerre. C'est une guerre. C'est important d'être unis. Non, Jean-Marc. Ce qui est important dans une guerre, c'est les armes. Mais madame, on est peut-être unis, mais qu'est-ce que vous me parlez d'unité? Les médecins, effectivement, sont contaminés. Il y a 11% des patients qui sont des médecins. Vous me parlez d'unité nationale. Mais quand le ministre, pompeusement, vient vous expliquer qu'une étude scientifique justifie que les FFP1 et les FFP2 sont équivalents, il pense à l'unité nationale. Je termine. C'est une façon de rassurer les gens. Honnêtement, il va pas venir à la télé en train de dire on n'a rien, tant pis pour vous, débrouillez-vous. Non, il va pas dire ça. Mais il y a des gens qui n'ont pas votre niveau d'éducation, soyons très clairs, qui ne peuvent pas comprendre. Qu'est-ce que le français ne peut pas comprendre? Expliquez-moi ce que donc il ne peut pas comprendre. Vous pensez pas parfois que vous outrepassez un peu votre fonction d'avocat parce que vous n'avez pas manqué de réagir sur les réseaux sociaux? Je vous cite, ça devient pénible, c'est incompétence, Olivier Véran. On nage en plein n'importe quoi selon vous? Vous diriez ça comment, vous? Alors allons-y, définissons, c'est pas de l'incompétence, c'est quoi? Quand vous balancez un chiffre de morts à venir faire paniquer tout le monde et à expliquer que le virus circule, vous pensez pas qu'à un moment donné, vous avez l'obligation d'être précis? On a fait un rattrapage. Excusez-moi, on a fait un rattrapage, et pas un rattrapage d'hier, un rattrapage des mois derniers. J'ai été gentil en parlant d'incompétence, je suis étonné, dis donc. C'est pas de l'incompétence, c'est plus que ça, c'est de la connerie, c'est ce que vous voulez, mais enfin bon, à un moment donné, on est gouverné par des branquignoles, quoi. Qui peut accepter ça? Qui peut accepter de balancer un chiffre, de faire reprendre ce chiffre et ensuite de dire oups, excusez-moi, je me suis peut-être un peu trompé et du coup mon chiffre est faux. Le problème démocratique profond qui se pose actuellement, c'est que nous avons un gouvernement dans lequel plus personne de normalement constitué n'a confiance. Comment voulez-vous que les gens s'y retrouvent? Un des principes de la confiance légitime qui fonde la confiance légitime en sociologie, c'est la constance. Où sont les Churchill et les De Gaulle si on est en guerre? Nous sommes... Je vous raconte un truc. Qu'est-ce que vient de me faire le Conseil d'État? Sur la chloroquine. Je saisis le Conseil d'État en mai sur la chloroquine. Pourquoi je le saisis? En disant, écoutez, monsieur le Conseil d'État, moi je ne sais pas si ça marche et je m'en fous. Ce que je sais, c'est qu'en ville, en mars,
les pharmaciens de ville avaient interdiction de délivrer de la chloroquine sur les ordonnances, machin chose. Et bien ça, là, vous voyez, c'est pas possible juridiquement. Le ministre de la Santé n'a pas compétence pour venir interdire un médicament. Pourquoi il n'a pas compétence? Ah, mais c'est simple, parce que la loi d'urgence sanitaire, elle lui donne habilitation pour fournir un médicament. Mémoire en défense du ministre. Le ministre me dit, ouais, vous avez raison. Pardon? Ouais, vous avez raison. J'avais pas compétence pour le faire, mais vous comprenez, il y avait une pénurie sur les stocks, donc il fallait que je gère les stocks. Ah oui, si tu veux, d'accord, mais n'empêche que c'est pas ça. Le texte ne dit pas, tu as le droit de gérer la pénurie, le Premier ministre pouvait le faire. L'excès de pouvoir, il commence quand quelqu'un prend une responsabilité qui ne lui est pas conférée par un texte. Et le texte, c'est la Constitution. Et la loi. Je n'ai pas le droit, moi, loi, je t'habilite, toi, ministre de la Santé, à mettre à disposition des médicaments, t'en profites pour venir réglementer l'utilisation d'un médicament. C'est pas ça ton boulot. T'as pas le droit, je t'ai pas habilité à faire ça. Qu'est-ce que fait le Conseil d'État? Alors que le ministre me dit qu'il n'a pas le droit. Il le reconnaît, il l'écrit. Et ben il me dit, le ministre a le droit. Parce qu'il y avait une pénurie. Donc le Conseil d'État va à l'encontre de ce que dit le ministre et va à l'encontre de ce qui est écrit dans la loi d'urgence sanitaire. Qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? Eh ben on fait rien. On peut rien faire. On peut plus rien faire. Et donc, vous touchez à l'imperfection du système. Vous touchez à ce qu'il y a lieu d'appeler la faille dans le système. C'est cette faille de San Andreas, quoi. Vous savez, la faille de San Andreas, elle est intéressante en Californie, parce que finalement, qu'est-ce qui se passe? Ça tient. De temps en temps, ça secoue un peu. Et puis un jour, quand ça va se déchirer, ça va secouer, schlac! Et ben moi, je pense qu'on est en train de se déchirer, schlac. Et que contre ça, vous ne pouvez rien faire. C'est du fatalisme, peut-être. Hein. Mais qu'à un moment donné, il faut détruire pour reconstruire. Et qu'il faut continuer à s'enfoncer. Il faut qu'on ait des lois bioéthiques de merde. Il faut effectivement qu'on ait des lois d'urgence sanitaire de merde. Il faut qu'on ait un parlement de merde. Il faut qu'on ait des gouvernants de merde. Parce que quand on sera vraiment dans la merde, peut-être que les Français comprendront qu'à un moment donné, il y a peut-être quelque chose à faire là. Que c'est quand même nous qui détenons la clé du succès. C'est nous qui la détenons. Par le jeu de l'élection. C'est nous qui pouvons effectivement prendre à partie nos députés dans un an et dire on fait quoi maintenant? C'est nous qui devons faire émerger de nouvelles personnalités. C'est nos enfants qui doivent émerger en se posant la question de quel monde ils veulent. C'est les intellectuels de ce pays et pas les Bernard-Henri Lévy. Oui, j'avais dit les intellectuels, mais bon. C'est pas les mecs qu'on entend à longueur de journée qui sont à l'origine du problème qui vont le régler. C'est pas un problème de parti. C'est un problème de conscience. Les députés en pleine pandémie augmentent leur rémunération. C'est-à-dire qu'à un moment, on n'a même plus cette notion de l'exemplarité. On arrive dans un système où on ne se sent pas redevable, on ne se sent pas solidaire, on ne se sent pas concerné par ce que vivent nos électeurs. Dès lors, il n'y a qu'une seule chose à faire, c'est virer ces mecs, quoi. Des mecs qui ont l'outrecuidance d'augmenter leur rémunération pendant que des Français meurent de faim. C'est incroyable, c'est pas possible. On ne peut pas accepter ça. Mais forcément, est-ce que moi je fais de la politique? Tout le monde me le reproche depuis 9 mois. Tout le monde me dit je fais de la politique. Forcément. Donc forcément que je suis récupéré par une forme d'opposition. Et forcément que Raoult est lui-même récupéré par une forme d'opposition.